Dans cette vidéo, on va aborder les thérapeutiques en psychiatrie ou ce qu'on appelle les psychotropes, c'est-à-dire les traitements qu'on utilise en psychiatrie. Donc, il y a en général trois, on va dire, trois catégories. On a donc les psychotropes sont quoi? Ce sont des substances, ok, de la même famille dont l'activité essentielle ou exclusive porte sur le psychisme. Donc, on a une classification qu'on appelle celle de Delay et Deniker qui ont fait cette classification. On a classiquement trois groupes. On a les psycholeptiques. Voilà, donc comme j'ai dit, on a les psycholeptiques. Les psycholeptiques, c'est pour calmer, c'est pour déprimer les fonctions mentales. On a les neuroleptiques, les hypnotiques, les anxiolytiques ou tranquillisants mineurs et les thymorégulateurs. Donc, ce premier groupe, c'est pour calmer. Il faut retenir cette classification, il faut la prendre par cœur. Deuxième groupe, c'est les psychoanaleptiques. Ça, c'est pour renforcer les fonctions psychiques. C'est pour augmenter les fonctions. Là, c'est les antidépresseurs et les psychostimulants. Les psychostimulants, c'est comme la cocaïne et l'ecstasy, donc ça ne nous intéresse pas. Et on a les psychodysleptiques. Les psychodysleptiques, ils ont tendance à perturber l'activité psychique, c'est les hallucinogènes. Les hallucinogènes, donc, c'est tout ce qui est addictif et tout. Donc, le troisième groupe n'est pas parmi ceux qu'on veut étudier. Ok, donc, on va étudier les psycholeptiques et les psychoanaleptiques. Et plus précisément, on va voir les neuroleptiques, on va voir les anxiolytiques et on va voir les antidépresseurs. Je vais essayer d'être systématique, rapide, efficace parce que vous êtes dans une formation de médecin généraliste, du coup, vous n'aurez pas besoin de détails, ok? Vous aurez besoin du général utile. Donc, psychiatrie, j'ai dit, on va parler d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de neuroleptiques. Donc, on va parler d'abord des médicaments anxiolytiques. Il faut savoir déjà que les anxiolytiques passent par la barrière placentaire. Ok, c'est juste un traitement symptomatique, ce n'est jamais un traitement de fond, les anxiolytiques. Donc, il faut savoir qu'il faut les arrêter tôt, il faut être vigilant. C'est que symptomatique et la dégression, ça doit être l'arrêt. L'arrêt ne doit pas être direct, mais par dégression puis arrêt, car il y a un risque accru de dépendance. On va parler d'anxiolytiques benzodiazépiniques et d'anxiolytiques non benzodiazépiniques. Pourquoi on parle du benzo du benzodiazépine? Parce que tous les anxiolytiques benzodiazépiniques ont un noyau benzodiazépine, benzène. Et les autres non-diazépiniques, il y a plusieurs autres molécules qui ne sont pas de la même famille. L'exemple, par exemple, des non-benzo, comme les antihistaminiques qui sont aussi utilisés pour les allergies, mais ils sont aussi utilisés à but anxiolytique. Et on a les benzos. Donc, les benzos, ils augmentent la facilité de transmission des récepteurs GABAergiques A et B. Donc, ça diminue l'hyperexcitabilité de l'hypothalamus et de l'hypophyse, etc. Ok, donc on commence par les benzodiazépines. Donc, ils facilitent la transmission GABAergique sous récepteur GABA B plus précisément, diminuer l'hyperexcitabilité neuronale associée à l'anxiété. Donc, ils peuvent avoir des effets anxiolytiques, sédatifs, antiépileptiques, myorelaxants, amnésiants. Amnésiant, ça donne des troubles de la mémoire, ça veut dire, ou bien orexigène. Très bien, donc pour l'historique un peu, donc tu as le diazépam. Le diazépam, c'est un antiépileptique plus plus. Et on a l'orazépam. L'orazépam Temesta, c'est plus plus pour les troubles du sommeil. Il est addictif. Il est addictif. Donc celui-là, l'orazépam, on ne le donne pas plus de 4 semaines. Ok? Donc là, on parle de récepteurs GABAergiques, juste pour vous dire que ça agit sur ces récepteurs-là. Donc les récepteurs GABAergiques, ils font quoi? Ils font le fait d'inhiber le système nerveux central. Et là, ils font quoi? Ils facilitent leur transmission pour inhiber, pour relaxer. Très bien, donc il faut savoir que l'alcool agit sur les mêmes récepteurs que le benzo GABA A, c'est juste que c'est le GABA A et non pas le GABA B comme les benzos. C'est-à-dire il agit comme les GABA, voilà. Donc les benzos, on les donne qu'au besoin, on n'arrête pas directement, c'est en dégression, puis arrêt. Au fait, les benzodiazépines, on ne peut pas les donner plus de 12 semaines. C'est pour une durée de 12 semaines, y compris la dégression. Donc ces 12 semaines comprennent aussi la dégression. Si j'ai un effet par exemple en 2 semaines, je dégraisse. C'est pas forcément, il faut arriver à 12 semaines. Mais le maximum c'est 12 semaines et il ne faut pas les dépasser. Très bien.
Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je dis juste l'utile, hein, je lis pas tout. Voilà, c'est juste ce qu'il faut retenir, ce qu'on donne dans les QCM et tout. Donc là, il y a quand même, il y a des molécules qu'il faudrait quand même retenir, comme le diazépam, c'est le Valium, quand même, le clonazépam, le Rivotril, le Temesta, lorazépam. Il faut quand même retenir celle-là. Le Tranxène aussi, il faut le retenir. Bref, donc, faut savoir, il faut retenir que n'importe quel benzo arrive au métabolite final qui est l'oxazépam. C'est-à-dire n'importe quel benzo qu'on va administrer dans un corps humain, elle va arriver à un métabolite final qui est l'oxazépam qui a la demi-vie la plus courte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un il a par exemple une insuffisance hépatique ou c'est mieux de lui donner là directement l'oxazépam. Ok. Donc c'est pour respecter le métabolisme hépatique quand il y a une insuffisance euh, hépatique parce qu'il a une demi-vie courte, sinon donc il y aura une intoxication. Donc c'est mieux de donner directement ça. Demi-vie courte est égal effet rapide. Les molécules les plus sédatives sont le lorazépam temesta et voilà, elles sont plus sédatives que d'autres. Par exemple, le temesta il est plus sédatif, c'est plus pour les troubles du sommeil. Donc il faut savoir qu'on donne selon ce qu'on veut. Si on veut une molécule plus sédative, c'est pour les troubles du sommeil. Plus, si la personne est la plus d'anxiété, on va donner une benzo à demi-vie courte, pas trop sédative pour un effet rapide, etc. Très bien. Donc pour le métabolisme, il faut savoir qu'il est hépatique et ils arrivent tous à la même molécule comme on a dit et il y a l'élimination qui est rénale. Donc pour les modalités de prescription, il y a 8 indications aux anxiolytiques. Très bien. Donc, parmi les indications aux anxiolytiques, les principales indications sont on a un traitement symptomatique pour les manifestations anxieuses intenses et ou invalidantes, c'est-à-dire les troubles anxieux. On a comme un traitement préventif pour le sévrage d'alcool, c'est-à-dire prévenir le syndrome des sévrages dont on a parlé, qui est le délirium tremens ou le sévrage des opiacés. 3, c'est le traitement des crises épileptiques et des épilepsies partielles ou généralisées. 4, c'est la prémédication avant la chirurgie, c'est-à-dire pour éviter le stress, mais en vérité c'est plus les antihistaminiques non benzodiazépiniques type l'atarax qu'on donne avant la chirurgie, mais on peut donner aussi ces benzodiazépines. La convulsion fébrile chez l'enfant c'est une indication, la composante anxieuse de la dépression aussi c'est une indication, la catatonie on donne surtout Temesta, ça donne des résultats. Voilà, ça donne des résultats, plus un neuroleptique pour le schizophrénique généralement. Dans le cadre de la catatonie, on donne Temesta plus neuroleptique chez le schizo. Trouble du sommeil doucement avec les benzos. Ok. On va d'abord corriger les habitudes et tout. Et en dernier lieu, on va donner voilà, un anxiolytique, mais c'est mieux s'il corrige seul. Et sinon, on va donner Tremesta. Et il faut savoir que Tremesta, il est très très addictogène. On ne le donne jamais plus de 4 semaines. Très bien. Quelles sont maintenant les contre-indications des benzodiazépines qu'il faut connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur? C'est une question quasi totale. Elle est spécifique cette question. Donc, quelles sont les contre-indications des benzodiazépines à retenir? Donc, pour ce qui est des thérapeutiques en psychiatrie, ce qu'il faut retenir pour ce cours, ce sont les indications, les contre-indications et un peu elles agissent sur quoi, sur quel récepteur et le mode d'action. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc pour les contre-indications absolues et relatives, absolues on en a 5. Quelles sont les absolues? On a l'hypersensibilité, l'insuffisance respiratoire sévère, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance respiratoire sévère et les syndromes d'apnée du sommeil et on a la myasthénie. Donc on a 5 contre-indications absolues que c'est mieux de retenir avant déjà de finir la vidéo, de les écrire, de les coller sur le mur. C'est les 5 contre-indications absolues des benzodiazépines, c'est l'hypersensibilité, l'insuffisance respiratoire hépatique, apnée du sommeil et myasthénie, c'est tout. Pour les contre-indications relatives, on a la grossesse, l'allaitement, l'insuffisance rénale. Généralement, celles se répètent, c'est les mêmes, même dans les autres cours. L'insuffisance hépatique, préférer l'oxazépam, bref, parce qu'il a une demi-vie courte, du coup, effet plus rapide, du coup, moins de toxicité, antécédent de troubles addictifs et antécédent de réaction paradoxale. Ça veut dire quoi? Une réaction paradoxale, on va voir par la suite. C'est qu'on lui donne un anxiolytique, il ne donne pas l'effet, même c'est l'inverse qu'il donne, c'est la maltolérance. C'est ça la réaction paradoxale. Donc là, c'est une contre-indication relative. Donc maintenant, on va parler un peu du syndrome de sévrage. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque pour avoir un syndrome de sevrage, c'est un traitement prolongé plus de 12 semaines, c'est une posologie élevée, c'est des benzodiazépines à demi-vie courte, c'est-à-dire un effet plus rapide, et un arrêt brutal de traitement. Donc quand vous faites tous ces trucs-là, c'est un risque d'avoir un syndrome de sévrage, c'est-à-dire c'est une addiction. Vous allez
être dépendant de ces molécules de benzodiazépine. Voilà, donc là, pour dégraisser, c'est plus long. Quand on a un syndrome de sévrage, c'est plus dans le cadre voilà, d'être addict à ces molécules-là. Donc, on n'est pas là en train de régler un problème pour donner un autre problème. C'est ça le problème avec les benzodiazépines. Pour la clinique du syndrome de sévrage, vous aurez l'anxiété, l'irritabilité, myalgie, sueur, nausées, tremblements, confusion, convulsions, tous les symptômes du sévrage tout simplement. Les effets secondaires, on a 3 principaux qu'il faut retenir, c'est la sédation, l'addiction et les troubles cognitifs surtout. Voilà, là on a terminé avec le syndrome de sévrage. Pour les réactions paradoxales, l'alcoolique, l'âgé, le borderline, l'anxieux déjà, il n'est déjà pas tolérant. Par exemple, le borderline, il essaie toutes les benzos, il n'y a pas d'effet, ok. Donc là, ça peut, chez les personnes âgées, les alcooliques et tout, on peut avoir le développement des réactions paradoxales. Donc le terrain, on a déjà dit, alcoolique, âgé extrême, trouble de la personnalité, limite, borderline, antisocial. Donc là, ça peut être déjà des terrains de développement de réactions paradoxales. Ça va donner donc quoi? Cliniquement l'agitation, l'agressivité, la désinhibition, le délire oniroïde, etc. Très bien. Donc, ces molécules de benzodiazépine, on peut les classer selon leur demi-vie. On a des molécules à demi-vie courte, par exemple comme le Xanax, Seresta, Temesta. Temesta, il a un fort potentiel d'addiction, comme j'ai dit. Xanax, le premier, il peut être classé dans la demi-vie intermédiaire. Puis on a les demi-vies intermédiaires, c'est généralement l'Exomil et Rivotril. Rivotril, on peut le classer aussi à demi-vie longue. Par exemple, pour l'épilepsie, il a un effet lent. Donc, demi-vie longue, plus de 30 heures et tout, c'est Valium, Rivotril, Lysanxia et Tranxène. Généralement, on donne quelques-uns dans les QCM comme le Tranxène, le Rivotril, le Valium, le Seresta et le Temesta. Il faut les retenir. Très bien, donc là, bien sûr, on va privilégier la voie orale. Par contre, le Valium, faut... Voilà, donc comme j'ai dit, on va privilégier bien évidemment la voie orale. Après, pour le Valium, il est en voie injectable exclusivement par voie injectable, IVL lente. Aussi, quand il y a une agitation, on favorise l'intraveineuse lente. Voilà, et puis ce qu'il faut retenir, c'est les règles aussi de prescription. C'est-à-dire, on n'associe jamais deux anxiolytiques en même temps, ça ne sert à rien. C'est de la même famille, deux benzodiazépines, ça ne sert à rien. Aussi, il faut respecter la posologie. L'arrêt, il est toujours progressif. Avec une surveillance plus, la régression de l'anxiété se remarque, ok. Donc, on va surveiller. Et aussi, attention, car il pourrait y avoir des effets secondaires de somnolence, surtout quand quelqu'un va conduire, ou il faut respecter la dégression, sinon on aura un rebond aussi anxieux. Très bien, pour la durée du traitement maximal réglementaire incluant la période de sevrage, elle est de 4 à 12 semaines. Donc, il faut surveiller l'efficacité, surveiller la tolérance. Sinon, les différents effets indésirables des benzodiazépines sont la sédation, potentialisée par les consommations d'alcool aussi, altération cognitive, perturbation du comportement, réaction paradoxale, acte automatique amnésique, dépendance, principal effet indésirable, syndrome du sévrage, dépendance, rebond de l'anxiété. Donc, il faut surveiller la toxicité, le surdosage. Les signes du surdosage, quels sont les signes du surdosage? Ce sont le coma calme, la dépression respiratoire et l'antidote est disponible. Il s'agit du flumazénil. C'est celui-là qu'on donne pour le surdosage. Population particulière, ce sont les personnes âgées et tout. Dans ce cas-là, les personnes âgées, des posologies plus faibles sont utilisées parce qu'il y a risque d'amnésie et tout, et de chute pour des fractures et tout. Et pour la grossesse, j'ai dit que les benzodiazépines traversent la barrière hématoplacentaire, du coup il y a risque de détresse respiratoire chez le nouveau-né, d'hypotonie, de détresse respiratoire chez la maman, d'hypotonie et de syndrome de sévrage chez le nouveau-né. Donc on aura un bébé, un nouveau-né mou, car ça passe dans la barrière hématoplacentaire. Très bien. Donc, faut éduquer le patient. Il faut dire que ce traitement, il est transitoire, qu'il y a un risque de somnolence. Donc, il faut prendre ses précautions quand on conduit. Très bien. On a aussi autre truc. Les effets indésirables, faut bien lui faire comprendre. Et aussi la dépendance, la baisse progressive. Il n'y a pas d'arrêt brutal, sinon il y a sévrage. Il y a risque de sévrage, la dangerosité de la dépendance des benzodiazépines. Tu vas lui dire, tu peux devenir addict. Donc, on va aller doucement. Très bien. Donc là, on est arrivé aux anxiolytiques non benzodiazépiniques. Les non benzodiazépiniques, ils sont plus utilisés
ils sont plus utilisés. Non, le plus utilisé, c'est l'atarax, je veux dire. C'est les antihistaminiques et l'atarax. C'est les plus utilisés à des fins anxiolytiques ou pour accompagner d'autres traitements. Par exemple, les antidépresseurs, on les donne jamais seuls, on donne toujours un anxiolytique pour ne pas avoir le virage maniaque. Très bien, donc quels sont les noms benzodiazépiniques? Les familles, ce sont différentes familles, différents noms benzodiazépiniques. On a les antihistaminiques, les bêta-bloquants, la buspirone buspar, les tifoxines stresam et carbamate équanil. Donc attention, les antidépresseurs constituent le traitement pharmacologique de fond des troubles anxieux chroniques. Okay. Donc ce sont des antidépresseurs tricycliques. C'est les tricycliques qu'on donne par exemple pour la dépression. Mais on peut les associer ou bien on doit les associer à des anxiolytiques. De même, certains antipsychotiques présentent un effet anxiolytique et sédatif. On a aussi des antidépresseurs. Antidépresseurs, on l'appelle aussi antipsychotiques. Okay. Quand vous trouvez antipsychotique, ça veut dire antidépresseur. Ils ont un effet aussi anxiolytique, comme le Nosinon, le Loxapac et le Terrician et tout. Ils ont un effet anxiolytique et sédatif. Très bien. Donc, on va parler un peu des non-diazépiniques pour... Ok, les antipsychotiques, pardon, j'ai dit c'est des antidépresseurs, pardon. Les antipsychotiques, ce sont les neuroleptiques, ok. Ok, les antipsychotiques, ce sont des neuroleptiques. Ok, très bien. Le Nosinon, le Terristan, ceux-là. L'Oxapac, ce sont des neuroleptiques, on peut les donner à dose anxiolytique ou sédative. Les antihistaminiques, c'est pour les allergies, c'est des antagonistes des récepteurs H1 histamine 1, c'est l'atarax, c'est un sirop. Quand il y a une contre-indication aux benzodiazépines, on donne des antihistaminiques, le latarax. Très bien, les bêta-bloquants, c'est des récepteurs antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques. Ok, ils sont utilisés en cas de tremblement, sueur, palpitation, tachycardie. Le Buspar, c'est les récepteurs, ils sont sérotoninergiques, effet anxiolytique est moins important donc, et on a que celui bien sûr des benzodiazépines. Il n'y a pas de risque par contre de dépendance, c'est ça le bon côté. Et puis on a le dernier, c'est pas le dernier, bon c'est Stresam, c'est des récepteurs GABAergiques. Ils agissent sur ces récepteurs-là, même si ils sont non benzodiazépiniques, mais ils agissent aussi sur les récepteurs GABA. Mais c'est un site distinct, c'est pas le même que celui des benzos. Très bien. Et puis là, on a une autre famille qui sont les hypnotiques, qui apparentés aux benzodiazépines. Les hypnotiques apparentés aux benzodiazépines, on les appelle aussi les Z. Les Z parce qu'ils commencent tous par Z, comme vous voyez. Voilà, en fait, le Stilnox, le premier là, Zolpidem, il n'est pas utilisé plus de 4 semaines. Généralement, on les utilise pour les insomnies transitoires, pour une durée ne dépassant pas 4 semaines, incluant le sévrage. Très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour les anxiolytiques. Le Stilnox, celui-là, le dernier que vous voyez, le Zolpidem, c'est le premier là. Donc, j'ai dit, il a un effet addictif immédiat, donc ne pas dépasser 4 semaines. Le Stilnox, très bien. Très bien. Donc là, si vous voulez, vous prenez une pause. Mais là, on a terminé avec les anxiolytiques. Il nous reste 2 familles. On va passer aux antidépresseurs. Les antidépresseurs, ou bien on les appelle aussi les thymoanaleptiques. Okay. Généralement, on va parler des IMAO. C'est là que vous allez entendre le mot IMAO, c'est-à-dire les inhibiteurs de la monoamine oxydase. C'est-à-dire, ils dégradent les amines. La monoamine oxydase dégrade les amines. On va donner un inhibiteur de celle qui inhibe les amines. Ça, c'est les IMAO par exemple. Ils font partie de la famille des antidépresseurs. C'est des psychoanaleptiques. Donc, ils agissent sur l'humeur douloureuse. Et attention, si on dépasse la dose, on pourrait avoir une euphorie pathologique. Donc, on va parler d'un virage maniaque. D'un virage maniaque. Très bien. Donc, voilà. Et puis, on a des classifications pour les antidépresseurs. On a des classifications chimiques, thérapeutiques, biochimiques. On va commencer un peu par la chimique. Pour la chimique, on va commencer par les antidépresseurs tricycliques. C'est là, ceux-ci, vous devez les connaître. Okay. Donc, on va parler de quelques-uns que vous devez retenir. Des dérivés, je m'en fous du nom dérivé de l'imino-dibenzyle, c'est pas important. Retenez que c'est des tricycliques. Donc, parmi les molécules qui sont des tricycliques, si on vous dit par exemple, donnez-moi 3 tricycliques ou un truc comme ça, les noms que vous devez retenir, c'est l'imipramine ou bien tofranil,
Clomipramine, retenez donc clomipramine, anafranil, pardon. Anafranil, il est très très fort, la clomipramine. Il est très très forte et on la donne pour la mélancolie. Ok, pour la mélancolie dans la dépression et tout, c'est pour la mélancolie plus plus. On va voir par la suite, on donne l'anafranil pour la mélancolie par voie IV. Puis on a décipramine et Trimpramine sur menthil. Donc retenez surtout les deux premières et l'anafranil, retenez qu'elle est très forte et elle est donnée dans les troubles donc de mélancolie. Ok, très bien. On a aussi d'autres tricycliques, par exemple le laroxyl. Il a une action sur les douleurs. Il est aussi présédatif. Ok, on l'appelle aussi amitriptyline. On a la nortriptyline. Bon, ça c'est pas important. Et l'amineptine survector. Donc retenez la première. Toujours retenez la première. Retenez les deux premières dans le premier tableau et la première dans le deuxième tableau. L'aroxyle, on le donne même pour les insomnies chroniques. Voilà, très bien. Puis, après ça, on a les IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Donc c'est des substances inhibitrices de l'enzyme monoaminooxydase qui augmentent la concentration des amines cérébrales. Donc ils inhibent celles qui inhibent les amines, donc on augmente la concentration des amines au niveau du cerveau. Pour ne pas dégrader les amines qu'on la donne, cette IMAO. Donc, mais il y a des indications pour la donner. C'est pourquoi on a des indications qui sont restreintes des IMAO, parce qu'il faut une surveillance clinique, il faut qu'il y ait aucun antécédent médico-chirurgicaux, les associations avec d'autres médicaments est contre-indiquées et il y a une lenteur de leur élimination, c'est-à-dire il faut qu'il n'y ait aucun antécédent médico ou chirurgical parce qu'elle est lente à éliminer, ça peut aller de 24 heures jusqu'à 36 heures. Très bien, donc les IMAO, ne retenez pas les noms. Non, juste dans le tableau, on doit retenir quelques-unes. On va juste voir, normalement, donc voilà, vous avez la l'iproniazide, nialamide, traniclopromide. Bon, c'est pas important, retenez pour les IMAO. Il y a risque d'association, ils ont une demi-vie longue, ils ne s'éliminent pas rapidement. Pour les antidépresseurs de seconde génération, quand je dis seconde génération, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus efficaces, juste ils ont moins d'effets secondaires. Ok, donc les IMAO et les autres. On a parlé aussi des tricycliques. Voilà, ces deux-là, ce sont des antidépresseurs de première génération. Et ça ne veut pas dire que la seconde génération est plus efficace. Non, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'ils sont polyvalents et sans être plus efficaces que les précédents, comme on l'a dit, généralement, juste ils sont mieux tolérés. Donc ils ont moins d'effets secondaires. C'est pourquoi on les appelle de seconde génération. Parce qu'on a remarqué que les tricycliques et les IMAO, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Du coup, on s'est dit qu'on va faire une autre classe d'antidépresseurs de seconde génération. Une seconde génération qui aura moins d'effets secondaires. Très bien. Ils sont non IMAO, non tricycliques. Très bien. Ils agissent, en fait, c'est des inhibiteurs des récepteurs sérotonine et de la noradrénaline. C'est-à-dire, on va parler ici de la seconde génération quand on va parler des ISRS et des ISRNA. ICRS et ISRNA. Inhibiteurs des récepteurs spécifiques à la sérotonine et inhibiteurs des récepteurs spécifiques à la noradrénaline. Ok, ils ont la même efficacité, donc on va commencer par les non tricycliques, les non ISRS, les non apparentés qu'on les appelle, les de seconde génération mais non apparentés, ce sont les quadricycliques, on les appelle les quadricycliques. Donc là, si je vous parle de quelques-uns, par exemple la myoncérine ici, elle est généralement sédative. Et la mirtazapine, la dernière là, elle est aussi sédative. C'est tout ce qu'il faut retenir. Les deux sont sédatifs. Puis, pour l'autre tableau, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les ISRS. Le deuxième tableau, là, le A32. A32, c'est les ISRS. Là, il faut les retenir. Ok, vous avez la fluoxétine. La fluoxétine, elle reste 5 jours dans le sang. Ok, donc elle est stimulante. Voilà, il faut que la personne ne soit pas agitée. Ok, elle déprime. Mais elle va ralentir. Elle donne un manque d'appétit aussi. Paroxétine, c'est selon la sensibilité, ça dépend, c'est selon la susceptibilité, pardon. On a la sertraline aussi, il faut la retenir. Et l'escitalopram. L'escitalopram ou Séroplax. Escitalopram, il est sédatif, mais avant, il faut faire un ECG. Voilà, sertraline par exemple, il faut retenir que c'est un ISR. Généralement, on le donne dans les QCR. Pour la classification, donc vous voyez, quand je disais depuis tout à l'heure, il y a ceux qui
il y a ceux qui stimulent, il y a ceux qui sédatent, etc. Donc les antidépresseurs psychotoniques, ce sont les IMAO, c'est-à-dire ils font quand même de sorte qu'ils réveillent, ils donnent plus d'amines. On a les antidépresseurs intermédiaires comme l'imipramine, chloripramine, ICRS, c'est selon la susceptibilité. Ils peuvent être psychotoniques ou sédatifs. Et on a les sédatifs comme l'amitriptyline, le laroxyl. C'est l'amitriptyline qui est le laroxyl. On a mirtazapine, miacérine, tout ça. Très bien. Maintenant, on va voir une classification un peu biochimique pharmacocinétique. Juste un petit mot, tricycliques, ils ont une excellente résorption digestive, c'est-à-dire le métabolisme il est hépatique, sauf pour l'excitalopram. Voilà. Action biochimique, ils augmentent la synthèse de neuromédiateurs, la sérotonine et tout, la diminution de la recapture des neuromédiateurs, ou bien en diminuant la dégradation du neuromédiateur, comme les IMAO diminuent, la dégradation stimule les récepteurs centraux ou mécanismes postsynaptiques. Donc là, c'est selon le mécanisme biochimique, ça dépend comment ils vont faire en sorte qu'il y ait plus de sérotonine ou voilà. Ok, donc quels sont les effets thérapeutiques des antidépresseurs? Ils ont une action antidépressive, action sur l'anxiété, comme l'atarax en fait. Ils ont une action de stimulation psychomotrice. Très bien. Je disais que les antidépresseurs ont en effet une action antidépressive, une action sur l'anxiété, une action de stimulation psychomotrice concernant les antidépresseurs psychotoniques ou psychostimulants. Voilà, ils peuvent avoir une action de stimulation. Une action sur le sommeil pour les antidépresseurs sédatifs et psychotoniques qui peuvent engendrer aussi une insomnie, et on a une action antalgique. Bon, indication, contre-indication. Indication, je vais vous faciliter la tâche. C'est indiqué pour la dépression, tous les troubles anxieux qu'on a vus, les addictions et la narcolepsie. La narcolepsie, c'est quoi la narcolepsie? C'est ceux qui dorment à n'importe quel moment. Ils peuvent directement aller dans un sommeil. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur YouTube narcolepsie, il y a une vidéo magnifique sur ça. Voilà, la narcolepsie, catalepsie ou syndrome de Guéline, c'est comme ça qu'on l'appelle, ok? Voilà, c'est celui-là dont j'étais en train de parler. On a aussi 3 indications neurologiques, c'est céphalée, Parkinson et zona et tout. Et on a la médecine générale pour un syndrome douloureux, pour l'éjaculation précoce. Pourquoi? Parce que parmi les effets secondaires des antidépresseurs, c'est l'éjaculation tardive. Du coup, on peut les donner dans l'éjaculation précoce. Les maladies psychosomatiques, syndrome prémenstruel et énurésie de l'enfant. Pourquoi? L'énurésie de l'enfant, c'est-à-dire c'est des enfants qui font pipi au lit. Là, pourquoi on les donne ici pour l'énurésie de l'enfant? Parce que parmi les effets secondaires des antidépresseurs, c'est la rétention urinaire tout simplement. Donc, on peut les donner. On peut utiliser les effets secondaires pour notre gré. Très bien. Pour les effets secondaires des antidépresseurs maintenant. Bon, pour les tricycliques, ça touche beaucoup de récepteurs. Du coup, ça va donner beaucoup d'effets secondaires. Ça peut donner des effets secondaires neuropsychiatriques, comme la fatigue pour les sédatifs, la recrudescence anxieuse pour les stimulants, l'insomnie pour les psychonotiques, etc. La confusion mentale aussi, le virage thymique, c'est important. Le délire aussi, d'où la règle d'associer un neuroleptique chez les psychotiques sous antidépresseurs. Ok, ça je l'ai déjà dit, je suis juste en train de le redire. Et puis on a les benzodiazépines, sont bien pour l'épilepsie, c'est ce qu'on vous dit à la fin. Et puis on vous dit dyskinésie, syndrome parkinsonien. Pourquoi? Parce que ça touche les récepteurs de la dopamine. Très bien. Les effets digestifs, tout est freiné. Donc, vous pouvez imaginer l'iléus paralytique, la constipation, l'hépatite médicamenteuse aussi, ça peut engendrer ça, etc. Les nausées, les vomissements. Donc, il faut aller à dose minimale. Les effets cardiovasculaires, c'est l'hypotension, la tachycardie et tout. Les troubles électriques, donc toujours faut faire un ECG avant. Ok, d'où la règle de pratiquer un ECG chez un sujet de plus de 40 ans avant la mise sous antidépresseurs. Puis, on a les troubles génito-urinaires. J'ai parlé déjà de rétention aiguë d'urine, de retard à l'éjaculation. Et puis les dysménorrhées aussi, c'est pourquoi qu'on peut les donner dans la médecine générale. On a parlé. Oui, on a parlé du syndrome on a parlé du syndrome prémenstruel. Très bien, troubles oculaires. Très bien, et troubles hématologiques aussi, ça donne donc l'augmentation de la tension intraoculaire, et là ça donne des
leucocytose et tout. Pour les IMAO, ça peut donner de l'hypotension, un collapsus, de l'hypertension paroxystique, des hépatites toxiques, des névrites, des épilepsies généralisées. Pour les ISRS, ISRANA, c'est-à-dire deuxième génération, ça peut couper l'appétit, etc. Donc là, ça peut donner des nausées, des vomissements, donc c'est moindre. Vous voyez que c'est quand même moindre par rapport aux autres, par rapport aux antidépresseurs de première génération, mais toujours, je vous dis, pour tout, c'est l'arrêt progressif. Très bien, donc le syndrome sérotoninergique, c'est l'arrêt immédiat qu'il impose. Pourquoi? Parce qu'il y aura des diarrhées, des sueurs, une dysrégulation thymique, comme un état de choc en fait, des myoclonies, des tremblements, des confusions, de l'agitation, du coma. Donc là, on va arrêter immédiatement quand on a un syndrome sérotoninergique. Pour les contre-indications des tricycliques, on a des contre-indications absolues qu'il faut retenir par cœur. On a le glaucome à angle fermé. Et là, si tu rajoutes des antidépresseurs, tu le bloques, donc c'est grave. On a l'adénome de la prostate, c'est contre-indiqué. On a la pathologie cardiaque, trouble du rythme, infarctus récent, insuffisance cardiaque. On a la grossesse, tous sont contre-indiqués, surtout la troisième. Surtout les 3 premiers mois. Et on a le traitement par les IMAO. L'association avec les IMAO est interdite car elle est mortelle. Des tricycliques. Pour les contre-indications relatives, on a processus cérébraux, des tumeurs cérébrales, l'épilepsie et l'âge. Très bien. Les ISRS, on a 3 contre-indications à retenir. On a l'enfant par rapport à la croissance osseuse, l'association avec les IMAO, toujours elle est interdite, et on a la grossesse et l'allaitement. Très bien, donc l'intoxication aiguë au tricyclique, en fait, là, c'est dans le cadre d'une tentative suicidaire. Donc, on aura des signes d'agitation, de myoclonie, de dépression, d'élargissement du QRST, des torsades de pointe. Très bien, des manifestations anticholinergiques, sécheresse buccale et tout. Voilà, ça, c'est pas important. C'est juste dans une tentative de suicide, donc on aura tous les signes que vous pouvez imaginer. Non, maintenant, les règles d'utilisation des antidépresseurs. Donc, faut savoir que le sédatif, c'est pour les états où on a une anxiété importante, où on a et un psychostimulant, c'est quand on a un ralentissement. Pour les dépressions atypiques, on peut donner un IMAO. Et devant un tableau mélancolique, le traitement de première intention, c'est un antidépresseur tricyclique. Quand c'est la mélancolie, c'est l'anafranil. Ok. Ok, donc là, on va expliquer un peu. D'habitude, on commence par une dose modérée. Ok. On va voir l'importance des effets indésirables. On va donner des doses minimales. Voilà, on va essayer de faire des doses minimales. L'essentiel n'est pas ne pas sous-doser aussi et de ne pas surdoser. Il faut informer le patient, ok, des effets secondaires. Très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est que les antidépresseurs à action sédative, ok, c'est au coucher, c'est au souper, au coucher, c'est-à-dire, voilà, c'est au coucher pour avoir cet effet sédatif. Très bien. Le stimulant, c'est plus le matin. Très bien. On a un effet de 2-3 semaines, ok, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut 2-3 semaines pour que l'antidépresseur agisse. C'est pourquoi il faut ajouter ou associer une benzodiazépine le temps que l'antidépresseur agisse, ok. En premier, on doit associer un anxiolytique. Sinon, déjà, le patient, il faut lui dire que les antidépresseurs mettent du temps pour agir. Donc, vous pouvez ne rien remarquer durant les 2-3 semaines. Ok, donc, et on peut lui donner un anxiolytique pour améliorer un peu son humeur. Voilà, et généralement, l'effet optimal ne se manifeste qu'après 4 à 6 semaines. Très bien. L'association d'antidépresseurs, elle est à éviter, elle doit être évitée. Et en présence d'une dépression avec une agitation anxieuse importante, il est nécessaire, comme j'ai dit toujours, généralement d'associer un anxiolytique. Voilà, très bien, il faut éviter l'arrêt brutal, très bien. À noter qu'un risque élevé d'inhibition et de virage maniaque sous antidépresseurs, notamment l'anafranil, peut se faire, donc ça nécessite un traitement sédatif d'appoint, un neuroleptique sédatif. Voilà, on va ajouter un neuroleptique sédatif. Voilà, maintenant on va parler un peu de la cure d'anafranil pour ce qui est de la mélancolie.
Donc là, la mélancolie en cas de refus alimentaire total et tout. Donc là, ça engage le pronostic vital. Donc là, on va faire une perfusion IV lente. J1, on va lui donner une dose. J2, 2 ampoules. J1, une ampoule. Amélioration, une fois obtenue, on va relayer par la voie orale. Très bien. Les tricycliques et le cœur, c'est une histoire. Donc, on va toujours faire un ECG avant de donner une tricyclique, un antidépresseur tricyclique. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, pour conclure un peu les antidépressifs, les indications, elles sont étendues pour les antidépresseurs, les troubles anxieux et tout. Donc, il faut juste trouver la dose adéquate. Voilà. Tout simplement. Les tricycliques ici, c'est pour dire qu'il y a une mortalité. Donc là, il faut faire toujours un ECG. La deuxième génération, pour dire qu'ils sont moins, pas plus efficaces, mais à moins d'effets secondaires. Et voilà pour les antidépresseurs. Donc là, j'enchaîne avec ma dernière partie pour tout ce qui est des psychotropes et voilà, des traitements qu'on donne en psychiatrie. Donc là, c'est un tableau, je vois qu'il est récapitulatif des classes et qui est intéressant. Donc, si on veut définir un peu, dire un peu ce qu'on peut dire, donc les neuroleptiques, ce sont des substances caractérisées par leur action prédominante sur les fonctions psychomotrices. Très bien. C'est la réduction des troubles psychotiques. Très bien. Donc, le terme neuroleptique, Donc, il y a 5 critères pour les neuroleptiques qui est à retenir et à apprendre. Ok, c'est une question d'examen. Donc, 1, c'est la création d'un état d'indifférence psychomotrice. Ok. Donc, c'est la diminution de l'initiative motrice, tout simplement. 2, c'est l'efficacité vis-à-vis des états d'excitation et d'agitation, c'est-à-dire la sédation des états maniaques, de l'agressivité, de l'impulsivité. Donc, vous pouvez bien comprendre qu'on le donne dans les états maniaques et tout. Et puis on a la réduction progressive des troubles psychotiques aigus et chroniques, ok. Et puis on a 4e critère, c'est la production de symptômes extrapyramidaux et végétatifs qu'il faut donc surveiller et voir comment on va lui faire. Et puis 5, c'est les effets sous-corticaux qui sont prédominants. Donc là, on va voir. On va voir par la suite, donc là, il y a les corticaux. Ok, les effets sous-corticaux, c'est pas corticaux, c'est sous-corticaux qui prédominent. C'est-à-dire tout ce qui implique le diencéphale, la substance réticulée, etc. Donc là, retenez-moi les 5 critères pour aller ensuite. Donc, en neuroleptique en soi, ou bien ce qu'on appelle aussi les antipsychotiques, comme je vous ai déjà dit. Les neuroleptiques, ce sont les antipsychotiques, non pas les antidépresseurs, non pas les anxiolytiques. Les antipsychotiques, ce sont les neuroleptiques. On a des neuroleptiques typiques, on a des neuroleptiques atypiques, on a des neuroleptiques à action prolongée. Ok, donc ces 5 critères qu'on a vus juste auparavant, ils intéressent les neuroleptiques typiques classiques de première génération. On va voir par la suite que les atypiques et tout, par exemple, ils n'agissent pas au niveau sous-cortical et qu'ils ne donnent pas ces symptômes extrapyramidaux et végétatifs, etc. Donc, neuroleptique classique, retenez quelques mots. Ok, retenez la chlorpromazine, l'argactyle, le nosinant, l'évopromazine, ou bien aussi thioridazine, holopéridol, l'aldol il est connu, et le dogmatyl, sulpiride. Ok, c'est bien de connaître ces noms, ces mots, ces DCI, surtout les produits et les DCI, parce que quand même vous êtes médecin, vous êtes étudiant en 5e année, presque 6e année, donc c'est bien de retenir quand même, ils vont vous dire donne-moi quelques neuroleptiques, quelques tricycliques, quelques antidépresseurs, c'est bien de retenir quelques voilà. Bon, là, pour ce qui est donc des neuroleptiques anti-anxieux, anti-excitatoires, donc tout ce qui diminue, tout ce qui sédate. Les sédatifs, c'est l'exemple du nosinant, du largactyle. Très bien. Pour les neuroleptiques polyvalents, donc ils peuvent avoir une action désinhibitrice, c'est-à-dire ils éveillent, ils stimulent l'action antipsychotique et aussi sédative. Donc celui-là, ils sont polyvalents. Ils peuvent avoir les deux pôles. C'est l'aldol et le dogmatyl. Et le neuroleptique désinhibiteur, celui-là, donc purement stimulant, c'est le dogmatyl aussi. Le dogmatyl aussi à faible posologie. Très bien. Ok, donc, mécanisme d'action sur le blocage préférentiel du récepteur D2, c'est pas important. Là, c'est les hypothèses sur la schizophrénie et tout. Donc, parce que les neuroleptiques, on les donne dans la schizophrénie, ok. On a le rôle du système dopaminergique, comment la dopamine travaille au niveau du cerveau et tout. C'est pas très très important
pour votre cas. Donc, quelles sont les indications de nos neuroleptiques classiques? Donc, en psychiatrie, on peut donner des neuroleptiques classiques pour les états psychotiques aigus, délirants, confusionnels, pour les psychoses chroniques, toutes celles qu'on a vues, pour les formes graves de névrose obsessionnelle, tout ce qui est grave un peu, on peut donner des neuroleptiques, pour les états anxieux majeurs, tout ce qui est majeur, vous remarquez. Au cours de la maladie de Parkinson aussi, on peut les donner. Et quand on a des troubles psychotiques dans la maladie de Parkinson et quand on a des syndromes déficitaires. Voilà. Et voilà, très bien. Maintenant, en médecine générale aussi. Donc, on peut étendre nos prescriptions de neuroleptiques classiques en médecine générale. Si on a des manifestations psychotiques de la sénilité, de la vieillesse, si on a des nausées, vomissements rebelles, surtout pour les médicaments dus aux anticancéreux, les névralgies du trijumeau, les algies des cancéreux du zone, on l'a vu en neurologie. Avant la chirurgie, on peut les donner aussi. Très bien. Et le syndrome de Gide et de la Tournette. Voilà, ok. Voilà, donc maintenant on va voir les effets indésirables, les effets secondaires des neuroleptiques classiques. Donc, effet psychique, c'est l'indifférence psychomotrice, c'est un désintérêt total. La somnolence, les états confusionnels qui sont rares quand même, surtout chez les sujets âgés, ceux-là. Et on a les réactions anxieuses et délirantes, ok, et les syndromes dépressifs surajoutés. Ok, donc il faut savoir donner la dose et tout. On a aussi des effets neurologiques indésirables comme les effets extrapyramidaux précoces. On a déjà parlé des dyskinésies aiguës parce qu'ils ont leur 5e critère, c'est ça. Donc, durant les 48 premières heures et après plusieurs semaines ou mois, donc on peut avoir des crises dystoniques, des globes oculaires, des zones buccolinguales et une musculature axiale, torticolis et tout. Très bien, donc le syndrome parkinsonien aussi, c'est parmi les effets indésirables. Donc vous connaissez le syndrome parkinsonien, la kinésie, l'hypertonie plastique et les tremblements, c'est la triade. Et on a aussi voilà, le syndrome hyperkinétique, on en a parlé. Très bien, on a les effets, donc j'en suis où là? Bah, j'ai parlé du parkinsonien. On pourrait avoir aussi des effets métaboliques neuro-endocriniens, des troubles du cycle menstruel, une gynécomastie, des effets neurovégétatifs aussi, la sécheresse buccale, la constipation, l'hypotension et tout. Vous voyez, il y a beaucoup d'effets secondaires. Hein. La toxicité hématologique, elle peut être bénigne ou maligne. La granulocytose c'est maligne, la leucopénie et tout. Voilà, les complications digestives aussi. Un type d'hépatotoxicité, de nausées, de vomissements, des effets cutanés et oculaires aussi qu'on peut remarquer comme la photosensibilité et tout, et la toxicité cardiaque. Donc, il faut quand même faire un ECG. Ok. Très bien. Donc, le syndrome malin. Le syndrome malin, faut l'apprendre. Ok. Syndrome malin est égal si on a 3 signes majeurs, 3 critères majeurs, ou bien 2 majeurs et 4 mineurs. Donc, quels sont les critères majeurs du syndrome malin? C'est la fièvre, la rigidité et l'augmentation des CPK. Ok, la rhabdomyolyse. Et on a les critères mineurs, c'est l'anomalie de la tension artérielle, la tachycardie, la tachypnée, l'altération de la conscience, les sueurs profises et l'hyperleucocytose. Si vous avez le nombre qu'on a cité, c'est un diagnostic hautement probable. Le syndrome malin, c'est une urgence. C'est une urgence médicale. Il faut interrompre le traitement de neuroleptiques et donner des agonistes dopaminergiques qu'on appelle bromocriptine ou parlodel. Ok. Donc, le syndrome malin des neuroleptiques, c'est la complication la plus majeure. C'est l'effet secondaire majeur qui a une phase d'installation, une phase d'état, une phase d'installation de 2 jours, mais c'est rapidement, il va progresser. Donc, il y aura augmentation des signes extrapyramidaux et des troubles neurovégétatifs de fièvre, de sueur, de pâleur et de tachycardie. Durant la phase d'état, on a parlé des signes généraux, des signes neuromusculaires, des troubles de conscience et des signes biologiques. Donc, on a parlé de comment on va faire le diagnostic par les 3 critères majeurs ou bien les 2 critères, majeurs et 4 critères mineurs. Et donc, vous allez après faire une conduite à tenir. C'est que vous allez arrêter vos neuroleptiques. Dès qu'on suspecte le syndrome malin, juste un suspect, on va arrêter. Et on va pratiquer une correction des désordres hydroélectrolytiques, cardio-respiratoires et rénaux. On donnera des agonistes, comme j'ai dit, des agonistes dopaminergiques, type de bromocriptine, l'amantidine ou bien l'amantidine, et des benzodiazépines pour lutter contre l'hypertonie. Très bien.
Voilà. Il faut savoir que tout ce qu'on a dit, tous les effets secondaires aussi, là on a parlé. Après, il y a des contre-indications. Mais les neuroleptiques, ils ont une seule contre-indication absolue, qui est l'hypersensibilité connue. Après, tout le reste des contre-indications, elles sont relatives. Par exemple, les maladies neurologiques, la CEP, le Parkinson, le glaucome par fermeture de l'angle, la grossesse, ok, la myasthénie, l'adénome de la prostate, tout ça c'est relatif. Il y a une seule et unique contre-indication absolue dans les neuroleptiques, et c'est l'hypersensibilité. Très bien. Donc là, je passe sur les modalités de traitement pour passer aux neuroleptiques. Donc, déjà atypiques de la deuxième génération, on va parler un peu. Donc, on les appelle, comme j'ai dit, neuroleptiques ou bien antipsychotiques. Les atypiques, donc, faut retenir qu'ils ont une efficacité sur les symptômes des états maniaques. En revanche, ils ont perdu la capacité à induire une indifférence psychique et un syndrome parkinsonien. De plus, leur action cible, elle n'est plus sous-corticale prédominante, mais cortico-sous-corticale. Donc c'est ça que je veux que vous reteniez. Ils ne donnent pas ce syndrome parkinsonien comme les classiques et ils n'ont pas une action sous-corticale comme les précédents, mais une action cortico-sous-corticale. Très bien, donc parmi ces neuroleptiques atypiques, vous pouvez retenir l'amisulpiride, sulpiride, sultopide, donc tout ce qui se termine par sulpride, clozapine, olanzapine, tout ce qui se termine aussi par zapine, et risperidone, il est connu, ziprasidone, loxapine et certinodle. Bon, voilà, retenez quelques-uns. Et puis les neuroleptiques à action prolongée, on est arrivé aux nappes. Les nappes sont des esters en suspension dans une solution huileuse, c'est pas important. Voilà, ils permettent quoi? Ils permettent la libération prolongée du composé, c'est-à-dire c'est des esters. C'est une solution huileuse, on va la mettre au niveau musculaire, elle va permettre une libération prolongée du composé. Celle-là, elle est indiquée quand donc, il y a des exemples ici. Donc, par exemple, risperidone retard, c'est 3 mois. Xepilon, Trevicta, 15 jours. Zipadera, c'est l'olanzapine retard. Et on a l'aripiprazole retard. C'est 1 mois, par exemple. Voilà, donc là, on les donne vraiment pour quand il y a une intolérance, quand le patient ne veut pas prendre, on sait qu'il ne va pas prendre et tout, c'est neuroleptique. Donc, pour conclure le cours des neuroleptiques, ou bien ce qu'on appelle aussi les antipsychotiques, ceux de la seconde génération, ils ont révolutionné la prise en charge de la schizophrénie et des troubles psychotiques. Ça reste à l'heure actuelle la pierre angulaire des stratégies thérapeutiques dont nous disposons. Il faut respecter les règles de prescription, informer, éduquer le patient et sa famille et surveiller l'efficacité et la tolérance. Un examen clinique, un bilan préthérapeutique, une surveillance clinique et biologique s'imposent et je vous remercie infiniment.